Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. Nos travaux portent sur 3 axes: les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. Monsieur le ministre, vous avez commencé votre carrière au sein de l'Union athlétique gaillacoise, club de rugby à 15, puis rejoignez le club athlétique Bordeaux-Bègles-Gironde. Vous mettez fin à votre carrière de joueur en 1991, puis devenez entraîneur du Stade bordelais, puis du Stade français. Vous êtes sélectionneur du 15 de France de 1999 à 2007, puis secrétaire d'État chargé des sports du 22 octobre 2007 au 23 juin 2009, sous le gouvernement Fillon II. Vous êtes élu président de la FFR le 3 décembre 2016. Le 13 août 2017, le JDD indique que vous seriez intervenu auprès de Jean-Daniel Simonet, qui préside la commission d'appel de la FFR, afin que cette commission examine avec, je cite, bienveillance, plusieurs décisions de la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby au sein du club Montpellier Hérault Rugby. Le club est présidé par Mohamed Altrad, un homme d'affaires milliardaire à la tête du groupe Altrad, entreprise spécialisée dans le BTP. Or, M. Altrad est en relation d'affaires avec vous. Le 30 août 2017, la ministre des Sports annonce l'ouverture d'une enquête confiée à l'IGJS sur les pressions présumées exercées par M. Laporte à l'encontre de la commission d'appel. Le 4 décembre 2017, le rapport de mission est transmis au parquet, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, conformément à la recommandation formulée par les 2 inspecteurs généraux. Le 13 décembre 2022, vous et Mohamed Altrad est tous 2 condamnés par le tribunal correctionnel de Paris. Vous êtes condamné pour corruption et trafic d'influence à 2 ans de prison avec sursis et 75 000 € d'amende pour avoir rendu une série d'arbitrages au bénéfice du groupe Altrad, dont l'octroi du sponsoring maillot du 15 de France. La présidente du tribunal a justifié la condamnation par, je cite, gravité des faits et la méconnaissance des principes de déontologie que vous aviez la responsabilité d'appliquer. Le tribunal a notamment noté que la procédure de mise en concurrence a été conduite afin que seule la société AIA Altrad formule une proposition. Vous êtes également reconnu coupable d'avoir favorisé à plusieurs reprises le MHR, propriété de Mohamed Altrad, notamment en intervenant pour alléger la sanction disciplinaire susmentionnée. M. Altrad est condamné à 18 mois de prison avec sursis. La présidente du tribunal correctionnel de Paris avait également prononcé une peine complémentaire d'interdiction d'exercer la fonction de président de FFR pour une durée de 2 ans, qui ne sera finalement pas exécutée. M. Laporte ayant fait appel, M. Laporte démissionne cependant de sa fonction de vice-président de World Rugby. À ce stade, votre condamnation n'a pas été confirmée en appel. Vous êtes donc toujours présumé innocent. La ministre des Sports, Mme Amélie Oudéa-Castéra, juge que cette condamnation fait obstacle à la poursuite de votre mandat. Le comité d'éthique de la FFR vous demande de vous mettre en retrait, ce que vous faites en désignant un président délégué le 6 janvier 2023, M. Patrick Buisson. Le 27 janvier, sur demande du bureau fédéral, vous démissionnez de votre fonction de président de FFR. Le 19 novembre 2023, le président du Montpellier Hérault Rugby, donc M. Mohamed Altrad, vous nomme directeur du rugby du club. Monsieur, nous ne sommes pas là pour nous substituer à la justice dans cette affaire, mais pour essayer d'identifier d'éventuels dysfonctionnements dans la gouvernance des fédérations et les contrôles qui s'appliquent à elles. Vous avez été secrétaire d'État au sport et donc chargé de la tutelle des fédérations. Dans un bref propos liminaire, pouvez-vous tout d'abord nous dire quels sont les faits dont vous avez eu connaissance dans le champ de cette commission lorsque vous étiez secrétaire d'État et les réponses que vous y avez apportées?
Qu'avez-vous mis en œuvre en tant que secrétaire d'État au sport sur les différents axes de travail de cette commission? Lutte contre les VSS, les discriminations, le racisme, renforcement de l'éthique et de la probité du monde sportif. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Je le jure. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Non, merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les députés. Votre première question, c'est est-ce qu'en tant que secrétaire d'État, j'ai été soumis à des actes de racisme? Oui, une fois. C'était un joueur de Valenciennes, un joueur de football de Valenciennes, effectivement, envers lequel on avait tenu, un joueur adverse avait tenu des propos racistes, et je m'étais moi-même déplacé chez lui, à Valenciennes, dans sa maison, pour discuter avec lui, pour essayer d'abord de le réconforter, parce que c'est vrai que je sentais qu'il était très, très, très touché, très affecté. Mais je n'ai pas souvenir, vous savez, ça fait 15 ans. Hein. Donc, sincèrement, des choses mises en place, celles qui existaient ou celles qu'on a développées, j'ai moins souvenir. Je peux vous parler par contre de ce que nous avons fait, nous, au sein de la Fédération française de rugby, maintenant ou ultérieurement, quand vous le souhaiterez. Alors, par contre, dans la question, il était noté VSS, discrimination, racisme, renforcement de l'éthique et de la probité du monde sportif. Oui, mais je vous dis, sur 2 ans de secrétaire d'État au sport, un peu moins de 2 ans, la chose qui m'avait le plus heurté, effectivement, c'était cet acte de racisme envers ce joueur de football, à moins que j'oublie d'autres phrases. Et si vous en avez, dites-moi-les, je me les remémorerai, mais je n'ai pas souvenir. Ici, on avait eu une problématique avec, pareil, avec Laure Manodou, qui avait été attaqué par son ancien compagnon sur la grille de départ, qui était venu la menacer, etc. Mais bon, c'était, j'ai envie de dire, des petits cas à résoudre, mais c'est vrai que c'est aussi de la violence, puisque c'est de la violence verbale, quoi. C'est donc elle l'attaquait pour qu'elle soit moins performante, et donc on l'avait reçu avec Monsieur le Président de la République, Nicolas Sarkozy de l'époque, et on était intervenu auprès du CONI, donc le Comité olympique italien, pour dire ce qui s'était passé et qu'ils prennent les mesures nécessaires pour que ça ne se reproduise pas. Donc vous confirmez qu'en dehors de ces faits, vous n'avez jamais été confronté, lors de votre mandat de secrétaire d'État au sport, à d'autres affaires relatives à ces différents sujets? Peut-être que j'en oublie, hein, mais de mémoire, j'en ai pas d'autres. Ah, pardon. De mon côté à moi, merci. Merci beaucoup. Peut-être la question, ça serait aussi de se dire, à l'époque où vous étiez secrétaire d'État, est-ce que vous aviez des remontées ou des alertes dans ce mouvement sportif et au sein de ces fédérations de phénomènes de violences sexuelles et sexistes? Est-ce que c'était des axes de travail, des pistes d'alerte qui étaient déjà identifiées à l'époque au sein du ministère, où vraiment ces affaires explosent, j'ai envie de dire presque au moment où Sarah Abitbol prend la parole par le biais de son livre? Pour vous dire la vérité, je n'ai pas de souvenir, ça fait 15 ans. Ce qui est sûr, c'est que la prise de parole de Sarah Abitbol a déclenché beaucoup de choses. Ça, c'est une certitude. Elle a fait en sorte que les choses avancent de façon rapide, oui, ça c'est une certitude. Après, comme je vous le dis, moi j'ai pas souvenir. Mes prédécesseurs travaillaient aussi sur les questions. Hein. Je ne dis pas qu'on est parti d'une page blanche. Bon, donc je ne me rappelle pas qu'on ait amélioré la loi ou amélioré des choses pour que ça aille, comme on l'a fait par exemple à la présidence de la Fédération française de rugby. Mais bon, il y avait beaucoup moins de cas, beaucoup moins de gens parlaient. On n'était pas dans la même sphère. Et vous l'avez dit à juste titre, la prise de parole de Sarah Abitbol a été un élément déclencheur. Et donc, au niveau de la gestion par les fédérations, est-ce qu'à l'époque, vous étiez justement, peut-être qu'il y avait une réflexion sur la relation entre le ministère de tutelle et ces fédérations pour avancer sur certains axes de travail
qui peuvent être de tout ordre, que ce soit la probité, le racisme, les discriminations au sein de ce mouvement sportif? Il y a toujours eu comment dirais-je, des bons fonctionnements, mais on n'est pas allé plus loin que ce qui existait. Non. Non. Mais je le répète, à l'époque, il y avait très très peu de cas. Hein. Personne ne nous faisait remonter de choses ici et là. C'est bien après que les choses ont entre guillemets éclaté et que les voies se sont libérées. C'est une bonne chose. Alors, pas forcément des cas confirmés, mais est-ce qu'il y avait des bruits, des choses qui se disaient dans ce mouvement sportif? Je pense à la FFT, par exemple, à l'époque. Voilà, est-ce qu'à ce moment-là, peut-être, vous avez eu l'idée de pousser plus loin la réflexion, ou en tout cas les investigations sur le sujet? Non, sincèrement, moi, je n'avais pas de bruit qui me revenait concernant des actes de violence. Encore une fois, j'en ai vraiment pas souvenir, que ce soit à la FFT, vous allez me parler peut-être de la Fédération française de patinage, où après des choses ont été dites, sont sorties. Mais nous, à l'époque, c'était l'omerta. Enfin, personne ne nous faisait remonter quoi que ce soit, quoi. Et à la Fédération française de tennis, je ne sais pas ce que vous voulez évoquer, mais moi, vraiment, là, j'ai pas d'exemple en tête, quoi. Par exemple, sur le patinage artistique, vous dites, sur le sport de glace, vous dites après les choses ont été dites, mais est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà des choses qui circulaient justement au sein de cette fédération, en tout cas au niveau des athlètes? Pas à ma connaissance, c'est ce que je vous dis. Vous aviez évoqué en 2008 l'idée de faire payer les clubs sur la question du racisme. Est-ce que peut-être vous pouvez revenir là-dessus, sur cette proposition que vous aviez faite? Non, c'était une manière de responsabiliser les clubs, effectivement, parce que si eux, les premiers, ne gèrent pas ces problématiques, c'est très difficile, nous, depuis le ministère des Sports à Paris, de s'en préoccuper. C'est pour ces raisons-là qu'à la Fédération française de rugby, ensuite, on a décentralisé, permettez-moi l'expression, parce que ça part d'en bas. Si en bas, les gens ne sont pas concernés, d'abord ne sont pas formés, parce que c'est pas simple, donc il faut les former, il faut faire en sorte que les victimes puissent prévenir. Et donc c'était dans ce sens, certainement, encore une fois, il y a 15 ans, mais c'était dans ce sens où je voulais dire au club, c'est vous les premiers responsables. C'est à vous de gérer ces problèmes-là. Alors, juste peut-être, en 2009, le président de la FFT a été condamné pour prise illégale d'intérêt, pour avoir cumulé des emplois salariés à la FFT et à TF1, maison mère d'Eurosport, qui retransmettait les matchs de tennis. Donc justement, suite à cette affaire, est-ce qu'il n'y a pas eu des... 2009. Quand? Le premier semestre, deuxième semestre, moi je suis parti au début juin, hein, 2009. Oui, alors, oui, juste titre. En fait, il a été condamné à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que l'affaire était connue certainement avant, puisqu'il y a dû avoir un procès pour qu'il soit condamné. Donc, est-ce que cette question, justement, de la prise illégale d'intérêt, de cette probité, finalement, au sein des fédérations, c'est pas un sujet sur lequel vous vous êtes penché à ce moment-là? Juillet 2009 pour la condamnation. Juillet 2009, oui, c'est ça. Donc moi je suis parti début juillet, mais peu importe. Donc si vous dites qu'il a été condamné, c'est que l'affaire était en cours. Je m'en rappelle vaguement maintenant que vous me l'évoquez, mais je suppose qu'on a dû attendre la condamnation définitive, enfin la condamnation, ben, comme dans mon cas, hein, personnel, quoi. On ne part pas avant d'être condamné, donc j'ai pas un grand souvenir de cela, non. Donc au moment où le procès s'ouvre sur cette affaire de prise illégale d'intérêt, il n'y a pas de sujet qui se pose à vous au niveau du ministère pour justement peut-être aller regarder, envisager des contrôles du ministère sur les fédérations sur cette question notamment de la probité au sein du mouvement sportif? J'ai pas souvenir, non. Qu'on ait mis des choses en place, ça me dit rien. Je répète, je pense qu'on devait attendre certainement la condamnation ou pas, hein, du président de la Fédération de tennis.
Le mois dernier, nous avions demandé à M. Éric Borghini, membre du comité exécutif de la Fédération française de foot, s'il comprenait que la nomination de Noël Le Graët à la tête du bureau parisien de la FIFA ait pu choquer l'opinion publique et être perçue comme un signe d'impunité. Nous lui avions demandé si cette nomination était de nature à donner une bonne image du football français. Nous vous posons la même question. Pensez-vous que la nomination comme directeur du rugby d'un club d'un homme condamné en première instance pour corruption, trafic d'influence et trafic d'intérêts soit de nature à donner une bonne image du rugby? Vous avez déclaré « Mon retour agace les cons ». Mais des cons, il y en a partout. Et cela ne m'intéresse pas. Reprendriez-vous ces propos devant la commission d'enquête? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? La loi me permet, vous comprenez bien que quand je me suis engagé, j'ai tout fait, de mon côté avec mes avocats, M. Altrad avec ses avocats, pour bien contrôler, faire en sorte que ce soit possible. Je n'allais pas signer un contrat, puis le demain, on me dit que ce n'est plus possible. Donc c'est dans ce principe-là qu'on a respecté, encore une fois, la légalité, et que donc, effectivement, il y a toujours des gens qui sont jaloux, aigris, mais cela ne m'intéresse pas. Voilà. J'ai qu'une vie, et je n'ai surtout pas envie de passer ma vie à dire à ceux qui critiquent en permanence qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort. Si je n'avais pas pu exercer cette fonction, je ne l'aurais pas fait. Voilà. À partir du moment où rien ne me l'empêchait, j'ai accepté ce challenge jusqu'au mois de juin pour aider ce club qui est effectivement dans la difficulté. Donc vous ne pensez pas que ça puisse nuire à l'image du sport? Mais je ne vois pas comment ça peut nuire à l'image du sport. Enfin, je suis présumé innocent. Je ne vois pas en quoi ça peut nuire. Ça veut dire quoi? Il ne faudrait plus rien faire, il faudrait rester à la maison et plus rien faire. Du coup, en partant de ce principe-là, est-ce que vous estimez que vous auriez pu ou dû rester à la tête de la Fédération française de rugby? Mais j'aurais pu y rester puisque je suis présumé innocent. J'ai démissionné pour des raisons personnelles. Et bien sûr que j'aurais pu y rester jusqu'à ce que la condamnation soit définitive ou pas. Oui, ça me semble. Ou alors la présomption d'innocence n'existe plus. Enfin, En août 2017, donc, puisque Madame la Présidente, vous avez posé la question dans son propos introductif, le JDD révèle que vous seriez intervenu auprès de Jean-Daniel Simonet, président de la commission d'appel de la FFR, afin que cette commission examine avec bienveillance plusieurs décisions de la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby au sujet du club Montpellier Hérault Rugby. L'amende prononcée contre le club avait été ramenée le lendemain de votre intervention de 70 000 € à 20 000 € d'amende. Votre société BL Communication avait signé le 19 février 2017 un contrat de droit à l'image avec Altrad Investissement Authority. En tant que président de la FFR, il vous appartenait de veiller à l'application du règlement disciplinaire qui prévoit que les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instructions. Concevez-vous qu'un tel appel téléphonique, au vu de vos relations d'affaires avec la société AIA, puisse être considéré comme relevant du trafic d'influence? Vous me permettrez de ne pas répondre à ces questions. Il y a une instruction qui est en cours. Je crois que vous avez reçu un mail de mon avocat. Ce n'est pas que je ne veux pas y répondre. J'y ai répondu au tribunal, donc il n'y a rien à cacher. Mais je ne vais pas interférer sur une procédure en cours. Alors, dans ce cas, comment est-ce que les règlements disciplinaires étaient appliqués et qui les faisait respecter au sein de la FFR? Le secrétaire général est en charge de tout ce qui est règlement intérieur, règlement disciplinaire. C'est le secrétaire général qui a la charge de la Fédération française de rugby de tout cela. Donc vous ne regardiez pas du tout comment se passait en fait le contrôle de ce point de vue-là? Vous aviez peut-être des points, Vous savez, j'étais un président bénévole. Moi, je donnais des grands axes et des lignes politiques. Et ensuite, c'est les élus, les élus et, bien sûr, les salariés de la Fédération française de rugby qui mettaient en place tout ce que nous décidions. Donc moi, encore une fois, j'étais là d'abord pour faire de la représentation, parce que président de fédération, c'est beaucoup de représentation. Et j'avais deux chantiers très, très importants. C'était redonner vie un petit peu à toutes nos équipes de France, pour une simple et bonne raison, c'est que, et notamment notre équipe de France masculine, sans elle, il n'y a pas de budget à la fédération. 85% des recettes de notre fédération française de rugby, c'est notre équipe masculine.
Elle était 8e à l'époque, je vous rappelle. Donc je peux vous garantir que ma principale préoccupation, au départ, c'était de redonner, encore une fois, de la force à notre équipe de France pour qu'elle redevienne un moteur. Et moteur, ça veut dire des partenaires qui veulent l'accompagner et donc avoir un maximum de gens qui accompagnent la fédération pour développer le monde amateur. Parce que ceci est quand même assez cocasse. C'est que c'est une équipe de France qui, à 85% des recettes, fait vivre le monde amateur. Donc c'est pour ces raisons-là qu'encore une fois, ma préoccupation, chacun avait bien des tâches définies, et le secrétaire général, Christian Dulin, avait encore une fois en charge de tout ce qui est la réglementation interne de la fédération. Et du coup, comment était garantie l'indépendance des commissions internes de la FFR? Par lui, par le secrétaire général. Mais nous en discutions quand même, hein. Tout le monde était au courant, hein. C'était pas, il n'y avait pas d'omerta là. Chaque fois qu'il prenait la parole, il évoquait les règlements, etc., etc. Donc tout le monde était au courant. S'agissant du contrat de partenariat maillot, comme je vous l'indiquais dans les propos liminaires, signé entre la FFR et la société AIA, nous souhaiterions que vous réagissiez aux propos tenus par M. Laurent Gabanini, directeur général de la FFR. Selon M. Gabanini, le contrat de partenariat a été réputé et jugé comme conforme et au juste prix. Ce contrat n'a absolument pas été remis en question dans le cadre de ce procès. Donc la fédération ne pouvait pas remettre en cause ce contrat puisqu'il a été fait en totale conformité dans les règles du droit et de la concurrence et au juste prix. Or, un extrait du jugement avait largement circulé dans la presse, notamment celui-ci. La procédure de mise en concurrence a été réduite afin que seule la société AIA formule une proposition. La procédure de mise en concurrence du contrat de sponsoring maillot et sa conclusion ont-elles été mises en cause au cours du procès? Sincèrement, je vous ai dit, je ne veux pas parler d'une chose où la procédure est en cours, donc je ne parlerai pas de cette histoire-là. Les choses sont claires. Alors là, pour le coup, on ne vous demande pas de réagir par rapport à l'appel qui a été fait. C'est juste sur le jugement qui a été prononcé et sur les propos qui ont été tenus par M. Gabanini, alors même qu'un extrait du jugement a été largement révélé dans les médias. Donc, est-ce que vous nous confirmez est-ce que vous nous confirmez que ce qui a été déclaré dans le jugement qui a été prononcé, eh bien, la procédure de mise en concurrence a été conduite afin que seule la société AIA formule une proposition? C'est ce que j'ai dit au procès, c'est faux. On a fait les choses comme il a fallu, c'est bien pour ça que nous contestons. J'entends que vous disiez que c'est faux, mais ce que je vous demande, c'est est-ce que c'est ce qui a été rendu dans le jugement? Non, dans le rendu du jugement, il n'y a que la valeur du sponsoring maillot était logique. Voilà, ça c'est clair. Tout le monde a dit que c'était le prix du marché. Ça a été dit. Mais vous savez, quand on a signé ce partenariat, nous étions entre la 6e et la 8e place. C'est sûr que c'est plus la même chose aujourd'hui, où notre équipe de France, malgré sa défaite sur le quart de finale, à 80% de victoires en 4 ans, est redevenue l'une des 4 meilleures équipes du monde. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est certainement plus le même prix. Mais à l'époque, croyez-moi, personne ne voulait être partenaire de l'équipe de France de rugby. Enfin, quand je dis partenaire maillot, il y avait heureusement des partenaires à la fédération. Donc, vous nous dites, grosso modo, que cette phrase n'est pas dans le jugement. La procédure de mise en concurrence a été conduite afin que seule la société AIA formule une proposition. Et que ça y soit, je ne vous dis pas que ça n'y est pas, mais ce que je peux vous garantir, c'est que nous contestons. Ça, j'entends que vous le contestiez, il n'y a aucun souci. Sauf que nous, en fait, M. Gabanini nous dit que ça n'est pas dans le jugement. Donc c'est pour ça qu'on vous pose la question, est-ce que cette phrase fait bien partie du jugement qui a été rendu en première instance? Et je vous le répondrai en fin de matinée. Vous pourrez nous transmettre le jugement? Alors, pouvez-vous revenir sur les conditions de passation en 2018 de ce contrat de partenariat? Comment, en tant que président de la FFR, avez-vous veillé à la bonne application des règles de concurrence, de transparence et de publicité de la procédure? L'ensemble des partenaires majeurs de la FFR ont-ils été consultés dans de bonnes conditions et en même temps, sans qu'une société soit consultée en premier?
Sincèrement, je vous ai dit que je ne répondrai pas à ces questions, je n'y répondrai pas. Mais j'y ai déjà répondu, hein. Je veux dire, vous faites un double travail. Hein. Vous allez auprès du tribunal, ils vont vous dire les réponses que nous avons données. Hein. Alors peut-être pas sur ce contrat spécifiquement, mais de manière générale, quand il y avait des contrats qui étaient passés, comment est-ce que vous veillez à la bonne application des règles de concurrence et de transparence? D'abord, la Fédération française de rugby n'a pas de pouvoir adjudicateur. On n'est pas obligé de faire des appels d'offres. D'accord ? Nous, on en a fait un concernant le sponsoring maillot, parce que c'est unique, un sponsor maillot. Il y a beaucoup de partenaires, mais des partenaires maillots, il n'y en a qu'un. Je crois qu'aujourd'hui, il va y en avoir 3, parce que je crois qu'ils en mettent un sur le dos et un sur le short. Mais à l'époque, il n'y en avait qu'un, donc c'était unique. C'est pour ces raisons-là qu'on avait fait un appel d'offres. Voilà. Après, vous savez, il y a malheureusement pour nous pas pléthore de partenaires qui se disputent la place. Et dès qu'il y a un partenaire qui vient nous voir, si je prends le cas de Casino, qui est l'un des derniers que j'ai traité, enfin, d'abord, c'est notre cellule commerciale qui s'est chargée de développer tout ça. Et quand un partenaire veut nous accompagner, bien sûr que le président va les rencontrer, discute avec eux. Voilà, et on est toujours ravis qu'un partenaire veuille nous accompagner, parce qu'encore une fois, c'est pas pour payer le monde professionnel, c'est pour accompagner le monde amateur et faire tout ce qu'on a fait derrière et déployer pour le monde amateur. Mais s'il n'y a pas de moyens financiers, vous ne déployez rien. Hein. Alors justement, peut-être pour nous expliquer comment ça se passe quand on décide de faire un partenariat, comment ça se passe? Si on ne fait pas d'appel d'offres, comment les choses se mettent en place? On enlève l'appel d'offres maillot. D'accord? Oui, en général. Bon. Donc, je vous prends le cas des casinos. Voilà. Nous, j'en étais le premier. J'avais, comme tout le monde, son réseau, donc j'essayais d'aller voir des entreprises, est-ce qu'elles veulent nous accompagner, être partenaires de la fédération, etc. Des fois c'est oui, des fois c'est non, etc. Et puis, on a quand même heureusement une cellule commerciale à la fédération qui travaille bien. Et pour le cas, par exemple, de Casino, que je vous dis, un jour, ils m'ont dit, tiens, Casino est intéressé pour être partenaire de la Fédération française de rugby, à hauteur de temps, il souhaite ça, ça, ça. Et donc, j'ai rencontré la dame en question qui s'occupait de la communication de Casino. Bon, on a évoqué sa volonté de nous accompagner. Bien sûr, nous, ravis qu'elle nous accompagne. Et donc, ça se fait comme ça. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on a 6 gros partenaires, y compris le sponsoring maillot, qui sont les partenaires majeurs, je dirais. Et derrière, on a tout un tas de partenaires. Et là, il n'y a pas d'appel d'offres. Viens qui veut, j'ai envie de dire, et plus ils seront nombreux, mieux nous nous porterons. Et à l'époque, quand vous étiez, quand vous étiez président de la fédération, vous étiez sur un budget de combien, la fédération? Moi, quand je suis arrivé, le budget était de 106 millions à la fédération. Quand je suis parti, il était de 133 de mémoire. Et vos partenariats allaient d'un montant autour de jusqu'à? Oh, grosso modo, ce qu'on appelle le socle commun pour les partenaires majeurs est de 3,2 millions plus tout ce qu'ils activent. Ça, c'est les 6 partenaires majeurs. Après, ça va ça peut aller de 300 000, 200 000 à 1,5 million, ça dépend. Il y a surtout les 6 partenaires officiels, et derrière, il y a d'autres partenaires, mais plus IP, plus ils demandent de place, d'activation, ce qui est tout à fait logique. Donc, en retour, dans le pack partenariat, ce sont quoi? Ce sont des places? Des places, des loges? Non, oui, il y a de tout. Voilà, il y a de tout. 3,2 millions, c'est le socle. C'est du partenariat ou du sponsoring? Pour moi, c'est du partenariat. Je préfère le terme partenariat à sponsoring, moi. Même si c'est les deux, puisqu'on les voit, ils sont visibles. Oui. Certains plus que d'autres. Même si ce n'est pas la même chose. Oui, mais bon, pour moi, c'est partenariat et sponsoring. Moi, j'aime beaucoup le terme partenariat. Pourquoi? Parce que ça montre une certaine fidélité. On est partenaire, on nous accompagne, et on a la chance à la fédération d'avoir des partenaires ancestraux, j'ai envie de dire, qui nous accompagnent depuis plus de 30 ans. La GMF, la Société Générale, Orange un peu moins, mais est un partenaire fidèle. Et donc, on est fiers de tout ça. Donc, pour moi, c'est partenaire et sponsoring. Et je vous le dis, les 6 partenaires majeurs, le socle, alors peut-être que ça a évolué maintenant, hein. Moi, ça fait près d'un an que je suis parti, mais le socle était de 3,2 millions, plus tout ce qu'ils activaient et qui coûtait bien sûr de l'argent. Alors, dans les 3,2 millions, il y a déjà des places, hein, je vous rassure. Hein. En septembre 2022, la FFR a recruté un directeur de contrôle de gestion qui a lancé un audit des achats. Pouvez-vous nous exposer les raisons pour lesquelles vous avez souhaité effectuer cet audit? Des dysfonctionnements liés au processus achat de la FFR avaient-ils été constatés? On a eu un contrôle AFA
de l'AFA, pardon. Je ne sais plus très bien si c'était 2020 ou 2021, je n'ai plus en tête. Et il nous avait donné certaines préconisations. Et en fonction de ces préconisations, effectivement, notre directeur général, Laurent Gabanini, a fait en sorte d'aller dans le sens des préconisations de l'AFA et donc de nommer un directeur pour tout ce qui est contrôle des achats et autres. Et du coup, quels ont été les résultats de cet audit, justement, que vous avez Peut-être qu'il est arrivé après moi. Moi, je suis parti 3 mois après. Hein. J'ai envie de dire, l'audit avait été fait par l'AFA, hein, qui nous donnait des préconisations. Vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Vous savez, je répondais à toutes vos questions. Nous, des contrôles, on en a eu en permanence. Hein. Donc, que je sache, on a toujours eu de très très bons retours, notamment sur le dernier où je n'étais plus là, hein, puisque c'était, je crois, mars, avril, mai, où l'inspection générale a fait, pendant 3 mois, a vécu à la Fédération française de rugby, à tout regarder. Et je crois qu'ils n'ont pas le rendu écrit, mais oralement, je crois qu'ils ont eu, je ne dirais pas les satisfecits parce que ce serait prétentieux, mais ils leur ont dit que tout ça était bien contrôlé et bien géré. Et j'ai une confiance totale en Laurent Gabanini, qui est un directeur général extraordinaire. En juin 2022, le tribunal administratif de Versailles, saisi par des dirigeants d'un club varois, avait jugé illégal le refus de la FFR de communiquer des documents comptables. La FFR ne s'était pas conformée à la décision de la CADA, ce qui avait contraint les dirigeants du club varois à porter l'affaire devant la justice administrative. Florian Grill, donc l'actuel président de la FFR, nous a informé en audition avoir demandé à ce qu'une suite positive soit donnée à ce type de demande dans un souci de transparence financière, ce qui constitue un changement de doctrine par rapport à votre présidence. Pourquoi avoir refusé la transparence financière vis-à-vis des clubs de rugby? Déjà, ce n'est pas des clubs de rugby, c'est des ligues professionnelles. Ce n'est pas des clubs de rugby, c'est des ligues. Mais c'est faux. Nous, tout est transparent. Vous savez, la Fédération française de rugby, les ligues doivent faire remonter leur bilan annuel, leur bilan financier, leurs rapports moraux, etc., etc. Donc tout remonte à la fédération et tout est contrôlé. Je crois que ce qui s'est passé dans la Ligue PACA, parce que c'est ça, vous me parlez, vous dites le VAR, mais ce n'est pas le VAR, c'est la Ligue PACA. Et ce qui s'est passé dans la Ligue PACA était, sur ce que j'ai bien compris, des affaires internes où des gens n'arrêtaient pas de les harceler. Des gens sous l'influence de M. Grill, apparemment, hein, de les harceler pour telle ou telle raison. Mais encore une fois, les comptes de chaque ligue, chaque année, remontent à la Fédération française de rugby. Tout est transparent. Et ça a toujours existé. C'est pas moi qui l'ai mis en place, ça a toujours existé. Alors, on entend, sauf que là, quand même, c'est une décision du tribunal administratif qui dit que lorsqu'ils ont été saisis par les dirigeants, ils ont jugé illégal le refus de la FFR de communiquer les documents. Donc ça veut bien dire qu'il y avait quand même un problème, puisque, y compris le tribunal, a tranché cette question. Qui les ont transmis après? Une fois qu'il y a eu la nouvelle présidence, M. Grill, il a demandé à ce qu'une suite favorable soit donnée à cette affaire, à cette demande. Donc il a demandé à ce que les documents soient transmis, mais jusqu'à son arrivée, ce n'était pas le cas, malgré qu'il y ait eu une décision du tribunal. Oui, peut-être, hein, si vous le dites. Je me rappelle un petit peu de cette problématique, mais nous, on avait les comptes. Donc nous, on savait que tout était légal. On savait que tout était transparent. Et puis s'ils ont été transmis, tant mieux. Donc je veux dire, je m'aperçois que s'ils ont été transmis, rien n'a été... j'ai pas entendu dire qu'il y avait des choses illégales au sein de la Ligue PACA. La question, c'est pas tellement de savoir si les comptes étaient illégaux ou s'il y avait un problème. La question, c'est pourquoi est-ce qu'un club ou une ligue juge devoir en arriver jusqu'à saisir la justice pour pouvoir obtenir des documents de comptabilité de la fédération. C'est plutôt ça le sujet. Là, en fait, ils disent qu'il y avait un refus de communiquer les documents. Non, ils ont été transmis, donc ils les analysent maintenant et qu'ils disent ce qui va, ce qui ne va pas. Encore une fois, je le répète, dans la Ligue PACA, il y avait beaucoup de problèmes, ça c'est clair, internes avec des licenciés qui étaient commandités, il faut dire les choses comme elles sont, hein, pour
essayer de déstabiliser cette ligue. Et je crois qu'elle a tenu bon et que jusqu'à présent, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait quoi que ce soit d'illégal. Donc, je me réfère à ça. Alors peut-être que dans les documents comptables, il n'y a rien d'illégal, mais en tout cas, le tribunal administratif a jugé illégal le refus de la FFR de communiquer ces documents. Donc il y a quand même quelque chose d'illégal, même si ce n'est pas le contenu des documents. Peut-être juste pour revenir un tout petit peu en arrière, parce que vous nous avez dit qu'il n'y avait pas d'obligation de faire des appels d'offres en ce qui vous concerne. Et moi, donc, ma question, c'est dans quel cas est-ce que vous estimez qu'une fédération doit faire un appel d'offres ? Pour le sponsoring qui est le plus vu, le sponsoring maillot qui est le plus vu, c'est une évidence. Dès que vous êtes sur un maillot d'une équipe de sport, vous êtes le sponsor majeur de la fédération. Et moi, j'ai envie de dire que pour ce sponsor-là, effectivement, moi, je souhaite qu'il y ait un appel d'offres. Je pense que ce serait logique qu'il y ait un appel d'offres. Ok, donc uniquement sur la question des maillots. Sur tout le reste, ça peut passer en dehors des appels d'offres. Mais c'est pas que ça peut passer, mais vous avez l'impression qu'il y a pléthore de partenaires, mais il faut aller les chercher avec les dents. Croyez-moi, les partenaires. C'est pas les appels d'offres qui vont changer les choses. Ils se battent pas. Sur le sponsor maillot, on n'en a eu qu'un à la sortie qui est venu, qui a voulu payer. Et je vois qu'ils ont reconduit le même. Donc si quelqu'un avait voulu prendre sa place, s'il y avait eu plusieurs prétendants, je crois qu'ils auraient pris le plus offrant et certainement un autre que celui qui occupe aujourd'hui l'espace de... Une question de notre collègue Claudia Roux. Oui, tout d'abord, bonjour, monsieur le ministre. Je reviens juste à cette histoire entre la Ligue PACA et la Fédération. S'il n'y avait rien à cacher, pourquoi vous n'avez pas donné les documents? Enfin, ça paraît incroyable, parce que est-ce que c'était une demande du président de la Ligue PACA ou alors vous aviez quelques craintes? Parce que s'il n'y avait rien à cacher, il n'y avait aucune raison de ne pas transmettre les documents. C'est quand même assez étonnant de ne pas suivre l'injonction d'un tribunal. Pour vous dire la vérité, oui, vous avez entièrement raison. Je n'étais pas au courant qu'on n'avait pas transmis. Je me rappelle du tribunal de Versailles qui nous dit que c'est illégal, mais je n'ai pas suivi l'affaire, voir s'ils avaient transmis, s'ils n'avaient pas transmis. Voilà, je vous dis la vérité. Et ça a été fait, donc maintenant ils vont regarder dans les détails. Une question de notre collègue François Picmal. Oui, bonjour Monsieur Laporte. Le 12 novembre 2022, vous étiez toujours président de la Fédération française de rugby. C'est la première sélection de Bastien Chalureau. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup de bruit là, avant et un peu pendant la Coupe du Monde au sujet de sa sélection. D'abord venu d'acteurs du rugby qui se sont émus du fait qu'il était sélectionné eu égard qu'il avait une procédure judiciaire en cours pour des faits de violence à caractère raciste. L'appel a eu lieu récemment et bientôt le jugement sera rendu et on saura à quoi s'en tenir. Mais ma question est comment se fait-il que le 22 novembre, lorsque M. Chalureau est sélectionné, la Fédération française de rugby ne se dit pas que forcément ce cas va prêter à discussion ou à interrogation légitime de la part d'un certain nombre d'observateurs rugbystiques ou médiatiques, et qu'il y a des victimes potentielles qui existent aussi. Avant-hier, il y avait le témoignage de M. Yannick Larguet, qui est une des personnes qui a déposé plainte contre M. Chalureau et qui se considère comme victime de sa part. Pourquoi n'y a-t-il pas eu un dispositif de la Fédération française de rugby pour expliquer la sélection du joueur, pour expliquer aussi dans quel contexte et est-ce qu'il y a eu des discussions avec le joueur avant pour l'intégrer, pour savoir ce qu'il en était de sa procédure, de son état d'esprit, mais aussi pour communiquer sur le fait que c'était très important pour la Fédération française de lutter contre le racisme et peut-être l'intégrer. Alors lui nie la caractérisation raciste de l'agression, c'est son droit, il est présumé innocent à ce stade, mais montrer que la Fédération française est volontariste sur cette question-là. Et plus largement, parce que tout à l'heure vous avez dit c'est aux clubs de prendre leurs responsabilités sur les questions de racisme. Et on est d'accord, et là-dessus, il faut
quand même relever que le Stade toulousain, à l'époque de l'histoire, a fait preuve vraiment de célérité et d'exemplarité sur la manière dont il a géré l'affaire, du moins d'après les deux personnes qui ont été victimes des coups. Mais au niveau de la Fédération française de rugby, quelles actions vous avez mises en place, sachant que si on fait une revue de presse, on a fait cet exercice ne serait-ce que pour 2023, il y a quasiment tous les week-ends des faits de racisme vis-à-vis de joueurs de rugby qui viennent de supporters sur le terrain ou alors vis-à-vis d'arbitres parfois. Et quelles grandes actions avez-vous mises en œuvre? Déjà, je vous répondrai, puisque vous avez soulevé ce problème durant la Coupe du Monde, pourquoi vous ne l'avez pas fait en novembre 2022, vous aussi? Je vais vous répondre simplement parce que même si je suis toulousain, j'ai un petit prisme pour le foot plus que pour le rugby. Et donc, je n'ai pas, et comme beaucoup de personnes, je pense, analysé le CV de chaque joueur de rugby sélectionné pour un test match, je crois, c'était contre l'Afrique du Sud, et leur passif, tout simplement. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Non, pour répondre à la question, si vous en avez parlé, c'est la présomption d'innocence. C'est aussi simple que ça. Voilà. Quand Fabien Galtier a sélectionné Bastien Chalureau, bien sûr que tout le monde était au courant de ce qui s'était passé. Vous savez, le rugby, c'est un microcosme. Hein. Et vous avez bien fait de dire que le Stade Toulousain, d'abord, c'était une affaire, j'ai envie de dire, pas interne, puisque les victimes ne jouaient pas au Stade Toulousain, mais de gens qui habitent au même endroit, des clubs voisins, etc. Et que je pense que le Stade Toulousain a bien fait, effectivement, de prendre la décision qu'il a prise à ce moment-là. C'est une certitude. Après, il y a, comme je vous le disais, la présomption d'innocence. Là, on ne peut pas dire on ne va pas sélectionner les garçons. Imaginez-vous qu'il n'y ait rien à la sortie. Je crois qu'encore une fois, ou alors il faut supprimer la présomption d'innocence. Voilà, on la supprime et on ne parle de plus rien alors. À ce moment-là, dès qu'il y a une condamnation, voilà, ok, il ne peut pas jouer. Voilà, c'est en ce sens, encore une fois. Et puis, je suis comme vous, hein. Vous savez, quand Fabien a sélectionné Bastien Chalureau, d'abord, moi j'étais en Nouvelle-Zélande et j'étais aux phases finales de la Coupe du Monde féminine, donc j'étais pas en France tout le mois de novembre, j'ai pas vu de match. J'avais entendu parler du cas Chalureau, il faut dire les choses comme elles sont, mais pas dans les détails, certainement pas. Et qu'encore une fois, voilà, la présomption d'innocence fait que tant qu'il n'est pas condamné, tant qu'il n'a pas d'interdiction de jouer pour l'équipe de France, c'est difficile. C'est difficile pour un sélectionneur de dire non, on va pas le prendre. Voilà. Et quant à tout ce qu'on a mis en place, je crois que vous en avez déjà parlé avec Laurent Gabanini. On est une fédération, j'ai envie de dire modèle, hein. Exemplaire, ce serait prétentieux, mais modèle en termes de tout ce qu'on a bâti, hein, que ce soit la C3PR, etc., avec Laetitia Pachou, l'élu en charge, de tout ce qui est violence sexuelle et autres. On est une fédération exemplaire, tout le monde nous le dit. La preuve, c'est quand on a créé la cadette, hein, vous savez ce que c'est la cadette, la commission anti-discrimination, égalité et traitement, on est la seule fédération à l'avoir mis en place. Alors oui, je l'ai mis en place parce que j'ai été confronté à un cas comme ça, à un cas d'une fille qui est venue me voir, transgenre, et qui me dit on m'interdit de jouer au rugby. Mais pourquoi? On m'interdit de jouer au rugby pour telle et telle raison. Et effectivement, World Rugby, dont j'étais membre, disait interdiction de jouer pour les transgenres. Interdiction. Et moi, ça m'a heurté parce que quand je le regardais, je me disais oui, mais pourquoi? Et donc je me suis appuyé sur J. Bémol, qui est un docteur en sciences, je ne sais pas si vous le connaissez, un docteur sciences des sports à Montpellier, qui est lui-même transgenre, donc il connaît parfaitement le truc. Il m'a dit Bernard, c'est pas possible, on ne peut pas interdire, etc., etc. Et j'ai dit mais comment on fait? Moi j'étais démuni, je n'avais pas les compétences pour créer la cadette. Et il m'a dit voilà ce qu'il faut faire, ça. J'ai dit mais il faut que tu le fasses toi. Moi j'ai personne à la fédération qui est capable mieux que toi de créer cette entité. Et donc il a créé la cadette. Et quand je vois qu'aujourd'hui, toutes les fédérations nous le reprennent, quand je vois qu'on a donné l'autorisation à cette personne de jouer, au début, il y avait 3 transgenres. Aujourd'hui, il y en a, si je dis une multitude, ce serait exagéré, mais il y en a beaucoup plus. Parce qu'ils ont senti que, ben voilà, et je suis fier de ça. Et surtout, je suis fier du travail réalisé par J. Bémol avec cette cadette. Vous savez, quand on fait un tournoi inclusif durant la Coupe du Monde, avec des équipes qui viennent du monde entier, Rugby is my pride, ça s'appelait, c'est nous qui l'avons initié. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait le maximum. Je peux vous garantir qu'à la Fédération française de rugby, que ce soit en termes de lutte contre le racisme, hein, de lutte contre l'homophobie, etc., on a fait beaucoup. Alors, pour revenir rapidement sur l'affaire Chalureau, mon propos, c'est pas de dire que
M. Chalureau ne devait pas être sélectionné. Vous avez raison, il était présumé innocent. Mais à partir du moment où vous avez dit c'est un microcosme le rugby, et moi l'affaire je l'ai apprise par des gens qui sont amateurs plus que moi de rugby et qui m'ont alerté dessus comme ils ont alerté d'autres gens à la veille de la Coupe du Monde. Mais à partir du moment où il est décidé de sélectionner un joueur dont on sait qu'il est partie prenante d'une affaire qui remet en cause sa probité, en matière, en l'occurrence, de lutte contre le racisme, mais ça pourrait être sur autre chose. Il y a eu aussi une affaire avec un autre joueur sur des violences conjugales notamment. Il me semble normal qu'à mon sens, la fédération en question fasse une communication, ne serait-ce que peut-être parce que le joueur a changé ou s'est investi ou a des choses à dire sur le sujet. Or, en novembre dernier, ça n'a pas été le cas. Ensuite, sur ce que vous dites par rapport à toutes les actions que vous avez faites, certainement y en a-t-il eu de manière conséquente, mais visiblement pas assez. Parce qu'on a encore, il y a eu le fait du match entre Vernet, notamment des Pyrénées-Orientales, avec une bagarre générale, avec des insultes racistes qui ont été proférées à l'encontre des joueurs de Vernet. Et récemment, on a auditionné aussi M. Baki Meïté, qui lui-même a été en tant qu'entraîneur victime d'insultes racistes de la part de son entraîneur adjoint et qui a eu quasiment aucune écoute de la part de la Fédération française de rugby. Donc il y a quand même un problème qui est récurrent, qui est latent, qui demeure. Et vous, est-ce que vous avez des pistes à ce stade pour faire en sorte que ça cesse? Parce que ça remet en question aussi le fait de pouvoir jouer de manière apaisée et sereine au rugby, quelle que soit son origine sociale, raciale, etc. Vous avez raison, mais le risque zéro n'existe pas. C'est pas parce que vous mettez des choses en place que de suite, nous ne serons plus confrontés à des problèmes de racisme. C'est comme la lutte pour les antisémites. Vous croyez que parce qu'on va faire une loi, c'est fini, il n'y aura plus d'actes antisémites? Malheureusement, le risque zéro, il n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est en combattre un maximum. Mettre des outils qui font qu'il y en aura de moins en moins. Mais malheureusement, je le répète, le risque zéro, il n'existe pas. Et vous me dites ça, il y en a sur les terrains. Mais oui, mais on a mis des choses en place sur les terrains. Donc il faut les appliquer. C'est aussi simple que ça. Mais malheureusement, je ne vous dis pas, ne vous inquiétez pas, il n'y aura plus d'actes de racisme sur les terrains de rugby. C'est pas possible, c'est pas vrai, malheureusement. La société est tellement faite qu'il y a toujours des individus qui se comportent mal. Et il faut faire en sorte de les exclure. D'abord de les réprimander, d'accord, de les envoyer devant la justice. C'est ce que nous avons fait. C'est toutes ces actions que nous mettons. Et quant au cas que vous me parlez, c'est un joueur professionnel, d'abord. C'est un joueur professionnel. Donc c'était la Ligue nationale de rugby qui est en charge de ça, c'est pas la fédération. Mais je suis surpris, sincèrement, que ce joueur ne soit pas au courant de tout ce que la Fédération française de rugby a mis en place. Bon, je sais qu'il est venu, il a fait cette déclaration, il n'y a pas de problème, je ne dis pas qu'il vous a menti, loin de là. Mais je suis surpris qu'il n'ait pas connaissance de tout ce que la Fédération française de rugby a mis en place pour accompagner justement les personnes, les victimes comme lui, puisque effectivement il était victime de racisme par un entraîneur, je crois, et c'était dans un club, je crois. Hein, c'est pas par un adversaire, si je me remets bien, c'est par son entraîneur. Une question de M. Stéphane Mazard. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, fort de votre expérience sur le terrain et sur le bord du terrain, est-ce que vous pensez qu'un stade doit être le reflet finalement de la société, avec des expressions diverses, parfois radicales, parfois injurieuses, diffamatoires, enfin bon, voilà, un lieu d'expression. Ou est-ce qu'il faut au contraire sanctuariser l'aire de jeu et une enceinte sportive de manière générale, parce que justement c'est un lieu où on doit mettre de côté toutes les aspérités de notre société, et un lieu où on fait du commun et quelque chose de positif. Et à ce titre, est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin sur la recherche de ceux qui, dans une enceinte sportive, avec les moyens modernes, causent des troubles, et engager des poursuites et avec des sanctions à la clé contre ces gens-là? Donc ça, c'est ma première question. Puis ensuite, une question différente, c'est la Fédération française de rugby avait eu le projet de son grand stade.
à l'image de ce qui se fait en Angleterre avec Twickenham, l'appropriation de l'infrastructure sportive qui permet à partir de cette infrastructure de développer un business model. Est-ce que ça vous semble pertinent pour une fédération? Nous, on se pose beaucoup la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait améliorer le fonctionnement des fédérations. Est-ce que donner aux fédérations des moyens, notamment par l'infrastructure sportive, de développer un business model un petit peu autonome, est-ce que ça vous semble être une bonne chose? Pour répondre à la première question, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Tolérance zéro. Bien sûr qu'il faut sanctuariser les terrains de sport, les stades. Même. On doit y vivre des moments conviviaux, de passion, de respect. Enfin, je parle de tous les sports, je ne parle pas que du rugby. Et il est évident qu'à partir du moment où quelqu'un se comporte mal, mais j'ai envie de dire, moi le premier, si je suis dans un stade et que j'entends la personne à côté de moi ou devant moi qui insulte ou qui tient des propos racistes, je serai le premier à le réprimander. Je crois que ça vient de ça aussi, quoi. Il ne faut pas attendre tout de tout le monde. Moi, je serai le premier à lui dire, mais comment tu te comportes, toi? Pourquoi tu parles comme ça? Enfin, je veux dire, c'est la première des choses. Donc oui, tolérance zéro. Il faut sortir ces gens des stades. C'est une évidence. Enfin, le plus beau des exemples, c'est le football anglais. Moi, j'adore le football anglais. Mais il y a 20 ans, c'était insupportable. C'était insupportable. Le Parc des Princes, moi, j'ai habité rue Negesserit-Colli pendant 10 ans. J'ai vu des choses, mais je me disais, mais c'est pas possible. Où on est? Les gens obligés de venir, enfin, les policiers à cheval, tellement c'était la guerre, tellement c'était des insultes de partout, les supporters arrivaient, c'était bagarre sur bagarre, c'était un de fou. Je me dis, mais c'est pas ça le sport quand même. Et force est de reconnaître que monsieur Leproux, je crois, de mémoire à l'époque président, a fait un travail considérable. Aujourd'hui, vous allez au stade, vous allez voir un spectacle. Vous allez voir un match, tout est nickel, il n'y a pas de propos racistes. Enfin, moi, de temps en temps, quand j'y vais au Parc des Princes, et je ne suis pas dans la présidentielle, c'est terminé. Mais moi, j'ai connu l'effet inverse. Hein. Bon, il y a 20 ans, j'ai connu l'effet où vous ne rentrez pas au stade. Et d'ailleurs, un jour, j'ai amené tout le staff de l'équipe de France, parce que nous étions en pleine tournoi de destination voir un match. Mais les mecs, ils m'ont dit, mais on ne reviendra plus. Et le football anglais, c'était ça. Mais aujourd'hui, allez à Liverpool, allez à Chelsea, allez à Manchester. Mais vous allez véritablement dans un endroit de paix, quoi. Dans un endroit où on va chercher des émotions, du sport. Bien sûr, on est pour une équipe, on est contre l'autre, bien sûr, c'est ça le sport. Mais eux, ils ont fait ce qu'il fallait. Moi, je suis pour ça. Tolérance zéro. On n'en veut pas, des gens qui se comportent mal, c'est sûr. Quant à la deuxième question, c'est la première chose que j'ai faite quand j'ai été élu président de la Fédération française de rugby. Mais si on n'avait pas fait ça, aujourd'hui, nous serions sous tutelle. Nous serions sous tutelle. Nous devions rembourser 45 millions d'euros par an. Mais vous avez lu les bilans de la Fédération française de rugby? 45 millions d'euros par an, nous devions rembourser. Donc, au bout de la première année, nous aurions été sous tutelle. J'ai envie de dire, s'il y a une chose que j'ai bien fait à la Fédération, c'est d'arrêter cette folie. C'était impossible, qui plus est à 50 km de Paris. C'était de la folie. Alors après, pour aller dans votre sens, une fédération, elle a besoin de ressources. Comment on va chercher d'autres ressources? Mais c'est la même chose pour les clubs. Hein. C'est exactement la même chose pour les clubs qui sont aujourd'hui alimentés par des milliardaires, par des millionnaires, etc., etc. Le jour où ces gens ne sont plus là, que vont faire ces clubs-là? Il faut construire des valeurs ajoutées autour qui fassent qu'il y ait des revenus, des valeurs ajoutées, des revenus additionnels qui fassent que ça remplace ce que le milliardaire met tous les ans. Sans quoi ces clubs ils vont mourir. Et une fédération, c'est la même chose. Comment on va chercher des valeurs ajoutées? Alors, nous, notre volonté, je suppose que c'est toujours celle du président actuel, on avait dit on stoppe le grand stade, mais on veut négocier avec le Stade de France une fois que la convention sera terminée, pour être partie prenante du Stade de France. Nous, aujourd'hui, grosso modo, je crois qu'on payait dans les 1 million, 1,1 million par match. On payait la location du stade 1 million, 1,1 million par match. Moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse partie intégrante de la future convention, qu'on ne paie pas, qu'on amène effectivement toujours nos matchs, et qu'ensemble, on développe d'autres activités. Mais ce n'est pas notre métier, nous. Donc il faut s'associer à quelqu'un qui sait faire ça, qui sait faire des spectacles, qui sait faire des trucs. Moi, je pense qu'il faudrait que le foot et le rugby le fassent ensemble, viennent, s'associent dans ce futur repreneur, entre guillemets, et s'associer avec un gens qui développe le stade. Et puis,
que ce stade te serve à avoir des revenus additionnels. Et pas nécessairement, tu payes 1 million et puis c'est tout. Non, ça nous coûte cher. Donc c'est évident que si on veut progresser, et encore une fois, cet argent, c'est pour le monde amateur. Hein, c'est pas pour payer les joueurs ou pour payer le monde professionnel. Donc c'est une évidence qu'il faut s'intégrer maintenant dans le futur repreneur du Stade de France pour qu'on ait beaucoup moins de frais et qui plus est, moins de frais et plus de revenus. Mais il en est question. Hein, on a fait beaucoup de réunions. Je ne sais pas où ça en est, bien sûr, maintenant. Hein, mais à l'époque, on a fait beaucoup de réunions avec la DIGES. À l'époque, c'était Jean Castex qui menait cela avant qu'il soit Premier ministre. Et on a beaucoup œuvré pour faire en sorte de trouver la meilleure solution pour aider les fédérations à avoir des moyens supplémentaires. Claudia Rouault, vous aviez une question. Pardon, excusez-moi. Oui, j'avais une question sur la présomption d'innocence. Vous avez abordé ce sujet par rapport aux propos racistes du joueur. Dans l'hypothèse où il y a du rugby féminin aujourd'hui, parce que c'est quand même souvent dans ce sens-là, mais ça peut être aussi avec des jeunes enfants, vous avez un entraîneur qui est accusé de viol sur un de joueurs. Qu'est-ce que vous faites alors au nom de la présomption d'innocence? Vous le laissez en contact avec des jeunes ou vous le suspendez immédiatement? Suspendu immédiatement. Non, mais ça va loin, quand même. Non, mais c'est viol, ça veut dire qu'il y a acte, c'est vérifié, etc. Donc là, de suite, c'est pas possible. Oui, enfin, tant qu'on n'est pas condamné, on est présumé innocent. Donc, il y a, là, dans l'affaire du joueur, c'est juste parce que je pense qu'on sous-estime aujourd'hui, sans doute de trop, des propos racistes et tout, et c'est pour ça que ça prend des proportions. Donc, vous considérez qu'il y a présomption d'innocence dans un cas, et dans l'autre, vous ne prendrez. En fait, c'est juste une question de risque, alors. Une question de risque, effectivement. Moi, le cas de Bastien Chalureau, je ne le connaissais pas, pour vous dire la vérité. Je l'ai appris, moi, quand Bastien Chalureau est sélectionné, je suis comme vous, j'apprends qu'il y a eu ça. Mais je ne suis pas au courant du dossier, je n'ai pas étudié le dossier, etc. Je ne savais même pas qu'il y avait un procès, moi. Sincèrement, je ne le savais pas. Là, vous me parlez d'un cas avéré, viol, etc., qui est sous nos yeux, qui est avéré, donc si la sanction est immédiate. Il faut écarter de suite cet éducateur, ça, c'est une évidence. Juste peut-être parce que tout au long de ces auditions, on a beaucoup entendu, bien sûr, la notion de présomption d'innocence, sauf que la suspension à titre conservatoire, par exemple, d'un joueur dont on sait, et au moment où il a été sélectionné, je crois que vous avez dit tout à l'heure, tout le monde était au courant, voilà. Bah oui, dans la région, tout le monde savait. Donc, à minima, le club, enfin voilà, dans cette région-là, tout le monde savait. La suspension, ça ne veut pas dire qu'on considère que la personne est coupable. Ça veut juste dire qu'on prend ses responsabilités et qu'on suspend la personne pour éviter soit que d'autres faits se reproduisent. Je pense à des insultes racistes, homophobes ou d'autres choses, ou que ce soit sur les questions des VSS. Donc j'entends la question de présomption d'innocence, mais en fait, on l'a entendu presque en fil conducteur sur toute cette commission d'enquête, et ça a toujours été peut-être un argument qui a été avancé aussi parfois par certaines fédérations lorsqu'elles n'ont pas pris la pleine mesure finalement des actes qui ont été commis et de leur gravité finalement. Mais c'est le cas, effectivement, sur Bastien Chalureau. On dit les choses comme ça, mais vous dites de suspendre, mais de mémoire, c'était 4 ou 5 ans avant que ça s'était passé. Je ne sais pas exactement. C'était pas. Là, on parle de novembre 2022, c'était pas en septembre 2022, hein, qu'on soit d'accord. Donc le suspendre, alors il aurait fallu le suspendre 4 ans avant. Alors la question qui va avec, c'est est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, si un sportif tenait des propos racistes, homophobes, discriminants, ou même aurait des comportements inappropriés du point de vue des violences sexuelles et sexistes, est-ce que la suspension serait immédiate? Mais alors, encore une fois, il y a le monde professionnel et le monde amateur. Qui est géré, non, mais je vous explique, qui est géré par la Ligue, attribuant à la fédération ce qu'elle a à faire. Elles ne s'immiscent pas dans le monde professionnel. Il est clair que s'il y a des propos racistes avérés comme un viol sous nos yeux, c'est clair que la sanction est immédiate. On ne va pas attendre le procès, il n'y a pas de présomption d'innocence. On est entièrement d'accord là-dessus. Il n'y a pas de souci pour moi.
Quand je dis tolérance zéro, c'est tolérance zéro. Mais dans ce cas de figure, d'abord, nous ne sommes pas au courant, on l'apprend. Et qu'est-ce qu'on sait? On me dit, il y a eu ça, mais moi, je ne savais rien du tout. Vous savez, demain, c'est trop facile. Hein. Demain, j'ai un match, je vais dire à une personne, tiens, porte plainte pour raciste contre ce joueur, comme ça, l'équipe adverse va le suspendre. Il faut quand même un petit peu il faut quand même des preuves, quoi. Je veux dire, quand il y a un viol et que c'est avéré, les preuves, elles sont là, quoi. Je veux dire, une fille, elle ne porte pas plainte pour viol, pour rien. Donc il faut se prévenir, quand même. Une question de M. Stéphane Buchot. Je ne sais pas quel micro je prends, je vais prendre celui-là. Celui-là, peut-être, c'est mieux. Ah bah oui, 2 micros, rien que ça. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je voulais revenir rapidement, hein, en fait, mais sur la question des propos et des comportements discriminatoires dans les enceintes sportives. Moi, alors c'est à la fois une observation et une question. Au final, c'est au fil des différentes auditions, évidemment, cette question est revenue régulièrement. Et je crois qu'il faut s'en féliciter. Les auditionnés, à votre instar, nous ont très régulièrement dit tolérance zéro. Tolérance zéro, il faut, pardon pour le terme, mais il faut virer les gens qui se comportent mal. Ce que vous nous dites. Et vous avez, à juste titre, pris l'exemple du hooliganisme en Angleterre il y a une grosse vingtaine d'années. Et hier soir, nous auditionnions le président de la Ligue de football professionnel et nous avons eu ces échanges également. Et Vincent Labrune nous disant moi, ça me rend fou de voir ça, et vraiment, c'est quasi un copier-coller de ce que vous nous dites. Bon, ça c'est, il n'y a pas du tout de mise en cause dans ma bouche, mais ça c'est le discours. Et on le partage. En revanche, le constat malheureux, c'est que dans les faits, ça continue. Et en fait, moi, j'ai pleinement conscience, on a pleinement conscience au sein de cette commission de la difficulté, de la complexité du sujet. Mais voilà, c'est pour ça que c'est une question-observation. Moi, je m'étonne quand même de cette farouche volonté des dirigeants des différentes fédérations à vouloir, on va dire le terme, éradiquer ces comportements. Et il existe un certain nombre d'outils qui ont été évoqués hier soir pour sanctuariser effectivement ces enceintes. Mais on n'y arrive pas. Comment est-ce que vous l'expliquez au fond? Parce que quand un président de fédération aussi puissante que le rugby, que le football ou d'autres tiennent ces discours-là, et qu'au final, derrière, ça ne suit pas vraiment, et qu'on en est encore à échanger sur tolérance zéro, etc., et regardez ce qui s'est passé en Angleterre, et regardez ce qui s'est passé dans tel autre pays, ces pays-là, oui, ont pris un certain nombre de dispositions pour atteindre les objectifs. Il y a un problème en France ou pas? D'abord, je dirais que dans le monde du rugby, que ce soit le monde professionnel de club ou les matchs des équipes de France, féminines, masculines, moins de 20 ans, il n'y a jamais un problème dans ce stade. Enfin, on a vécu la Coupe du monde de rugby en France, il n'y a pas eu un cas de racisme, alors qu'il y a eu 48 matchs durant la compétition. J'ai envie de dire qu'on est un petit peu à l'abri, permettez-moi l'expression, le rugby. C'est malheureusement pas le cas du football, et je connais bien Vincent Labrune, et je comprends qu'ils se disent que c'est compliqué. Moi, le premier, qui suis passionné de football, quand je vois ce qui se passe dans des stades, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Mais encore une fois, le risque zéro n'existe pas, ou alors il faut faire comme en Angleterre. Alors mettez les places à 150 €. Mettez toutes les places à 150 €. Vous allez vite éradiquer les choses. Mais est-ce que c'est ça la bonne chose? On va priver mon frère qui n'a pas les moyens, qui est content d'aller voir jouer un match de football à 15 € ou à 30 €, on va le priver parce que lui, qui se comporte bien. Après, bon, non, il faut prendre des décisions. Hein. Les Anglais l'ont fait. Mais j'ai envie de dire, c'est vous qui votez les lois, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui vote les lois. Donc faites en sorte que ça ne se passe plus. Oui, mais les lois... Oui, mais je suis d'accord, les lois existent, mais vous n'empêcherez pas un gars de rentrer au stade, malgré la loi, et de dire « je m'en fous de la loi et je vais insulter les gens ». C'est ça le problème.
C'est ça le drame. Une question Donc- de Madame donc- la rapporteure. Pardon. Oui, moi j'aimerais juste que vous précisiez, ou en tout cas vous reveniez sur ce que vous venez de dire quand vous dites si vous voulez mettez toutes les places à 150 €. Qu'est-ce que ça veue dire? Mais le hooliganisme, qu'est-ce qui s'est passé? Je parle de ce qui s'est passé en Angleterre. D'accord? Pour éradiquer le hooliganisme, ils ont mis des places très très chères. D'accord? Donc c'était donné à une certaine population, entre guillemets. Mais moi je suis contre ça. Moi je suis contre ça. Le sport c'est le contraire. Le sport ça peut pas être un endroit où ne vont que des gens qui ont des moyens. Alors ils l'ont fait et on est content parce qu'il n'y a plus de hooliganisme, mais on oublie quand même que c'est très cher. C'est très cher d'aller dans un stade de football. Alors petit à petit, ça revient. Mais c'est ce qu'ils ont fait dès le départ. Et moi, je suis contre ça. Et moi, je suis contre. Mais encore une fois, il faut bien reconnaître que c'est ce qu'ils ont pris comme axe et ils y sont arrivés. Même si aujourd'hui, je suppose que les prix redescendent, à partir du moment où il n'y en a plus, ils doivent redescendre les prix, je suppose. Encore une fois, je ne suis pas dans les clubs anglais de football. Mais c'est une des comment dirais-je, des résolutions qu'ils ont prises pour éradiquer l'organisme. Après, ils ont mis les matchs à midi aussi. Pourquoi ils ont mis les matchs à midi? Parce que souvent, quand ils gardaient les matchs le soir, les mecs, ils buvaient toute la journée. Et le soir, ils étaient pleins de bière, permettez-moi l'expression, et ils cassaient tout. Match à midi, s'il avait à 10h, donc il n'y avait pas de problème. Hein. À midi, il n'y avait pas d'obstruction dans les stades. Mais bon, vous le dites, hein, il y a des lois qui existent, mais malheureusement, je peux vous garantir que tous les présidents, ils sont écœurés de ça. Hein. Parce qu'encore une fois, c'est des minorités, heureusement, hein, pour nous. Heureusement que c'est des minorités. Mais on n'arrive pas, effectivement. Non, juste en rebond de la réponse que vous nous faites. Alors, moi, je partage avec vous qu'effectivement, c'est une minorité, et c'est justement parce que c'est une minorité que c'est particulièrement énervant. L'exemple anglais, bon, c'est vrai qu'ils ont tapé au portefeuille, comme on dit. Ça a eu ses effets. C'est vraisemblablement pas le modèle que l'on souhaite importer en France. Et ça, moi, je partage ça avec vous. Mais encore une fois, c'est ce difficile équilibre. Et vous nous dites, il faut faire évoluer la loi. Vous êtes parlementaire. Bon, vous avez été ministre des Sports. Justement, alors je sais pas, moi je suis arrivé en retard et je m'en excuse. Est-ce que je ne sais pas si cette question-là a été posée. Est-ce que vous, lorsque vous étiez membre du gouvernement, vous vous êtes emparé de ce sujet? Et si oui, qu'est-ce qui a été fait? Et encore une fois, en dehors, et moi, je n'ai pas non plus de baguette magique, hein, mais c'est vrai qu'on a auditionné, et je vais un peu au-delà du rugby, parce que j'ai aussi un prisme, comme mon collègue, comme certains de mes collègues ici, football. Ce qui ne veut pas dire que j'aime pas du tout le rugby, c'est pas du tout ça. Mais comment... Voilà, pour nous, c'est une vraie interrogation. Et comme cette commission a la vocation à proposer un certain nombre d'actions et donc à faire œuvre utile, on a besoin de cet éclairage. Et on est très bon dans le constat, dans la dénonciation, mais dans l'action, on l'est un peu moins. On a déjà évoqué de ce que vous avez présenté, mais moi, je crois fort à la communication dans les stades. Moi, j'y crois fort à ça. Quand la Champions League met respect, non-racisme, etc., je crois que c'est de l'information qu'on infuse à des gens qui sont dans le public. Et si on le faisait au football, attention, etc., ne tolérez pas que l'individu à vos côtés se comporte mal, etc. Je pense que si on donnait ces informations, je pense, encore une fois, et que moi le premier, quoi, hein, même si je n'ai pas besoin des informations, si quelqu'un se comporte mal à côté, je vais lui dire, mais peut-être qu'il y en a qui n'osent pas, qui ont dit, attendez, vous avez pas entendu ce qu'ils ont dit? Il ne faut pas parler comme ça, monsieur. Je crois que la première des choses, elle vient de nous, de la proximité des gens qui parlent comme ça. Donc moi, je crois beaucoup à ces informations dans les stades. Le football, nous sommes contre le racisme, etc. Je crois que tout ça, il faut l'infuser sans arrêt, pendant les matchs. Alors bien sûr, match amateur où il y a 20 personnes dans la tribune, on ne parle pas de la même chose. Mais dans ces terrains, dans ces stades professionnels où ça se passe, parce que ça se passe malheureusement dans des clubs de première division en France, hein, au football. Mais il faut, je crois, et je ne vais surtout pas leur donner de leçons, mais encore plus communiquer,
non contre le racisme, non contre l'homophobie, non contre ci, non contre ça. Si vous avez des gens qui se comportent comme ça à côté de vous dans le stade, il faut leur dire de ne pas le faire, etc., etc. Et je pense que ça va amener à la retenue, je pense, encore une fois. Mais après, il n'y a pas de baguette magique, comme vous le disiez. Alors, juste, ouais, par rapport à ça, en fait, on entend, hein, sauf que nous, on a plutôt le sentiment que ça fait maintenant 30, 40 ans qu'on nous dit il faut sensibiliser les gens sur la question du racisme. On avait d'ailleurs eu l'occasion d'auditionner Monsieur Thuram ici, qui avait eu un exposé très fort sur la question du racisme et le fait que parfois, peut-être il faut aller beaucoup plus loin, notamment sur plutôt la notion de déconstruction des mécanismes qui conduisent au racisme, à l'homophobie, aux discriminations. Et c'est quelque chose de beaucoup plus poussé finalement qu'une simple sensibilisation à cette question. Et c'est pour ça que, en fait, moi j'ai voulu revenir sur la question du prix des billets, parce que en réalité, on parle d'hooliganisme et bon, certains pays ont fait ce choix-là, mais quand on parle de racisme et de discrimination, on est dans autre chose. Et pour le coup, faire le parallèle entre les deux et expliquer qu'il faudrait augmenter le prix des billets, ça laisse sous-entendre que finalement, seuls les plus précaires et les plus pauvres auraient des comportements, enfin voilà, des propos homophobes ou racistes dans les stades. C'est pour ça que voilà, donc vous avez précisé la pensée sur l'hooliganisme et c'est tant mieux, parce qu'effectivement, je pense que c'est pas du tout la même chose. Et je pense pas que la solution d'augmenter les prix dans les stades aujourd'hui, en tout cas en France, et c'est pas ce qu'il faut faire, mais je pense pas que ça soit ça qui résolve notre problème actuel. Mais on voit bien que la sensibilisation, en tout cas telle qu'on a pu la mettre en place depuis maintenant de nombreuses années, eh bien, elle ne fonctionne pas. Puisque, y compris, alors on parle du rugby ce matin, mais c'est le cas dans le foot, par exemple, où on a plutôt le sentiment, et d'ailleurs ça a été dit hier, qu'il y a une explosion des phénomènes de violence et de racisme et d'homophobie dans les stades, notamment depuis, après le retour du Covid. Donc, on voit bien que tout ce qui a été mis en place en termes de sensibilisation, aujourd'hui, n'a pas fonctionné. Donc, est-ce que c'est des sanctions plus fortes? Est-ce que c'est des ateliers de déconstruction plus forts? Voilà. Je pense, voilà, aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Moi, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec vous sur nous, il n'y a pas de hooligan aujourd'hui. Il n'y a pas de hooliganisme. Mais entièrement d'accord qu'il faut frapper plus fort. C'est une évidence. Sans quoi on sera toujours à s'auditionner, à se dire il faut frapper plus fort. Il faut interdire, mais il faut les prévenir. Vous risquez d'être interdit de sport, vous risquez d'être interdit de licence, première fois 1 an, après c'est à vie. Enfin, je ne sais pas, mais il est évident qu'il faut éradiquer ces gens qui se comportent mal, sans quoi on n'y arrivera pas. Alors je ne savais pas qu'il y avait une recrudescence depuis le Covid, mais encore une fois, je le dis, dans le monde du rugby, on est quand même privilégié, quoi. On n'a pas ça. Vous disiez tout à l'heure, monsieur le député, qu'il y a beaucoup de cas de racisme. Moi, j'y allais beaucoup, j'y vais moins, voir des matchs amateurs. J'ai jamais été confronté à un problème de racisme, et pourtant j'y allais tous les week-ends. Et jamais j'ai été confronté. Alors peut-être je suis passé un temps les gouttes, mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas, qu'on soit d'accord. Mais dans le monde professionnel, déjà, il n'y en a pas. Vous allez voir Stade Toulousain-La Rochelle, il n'y a pas de problème de racisme. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu un problème de racisme. Ça n'existe pas. Et heureusement. Monsieur Stéphane Buchou. Merci, Madame la Présidente. Je fais très vite parce que Madame la rapporteure et Madame la Présidente me font les gros yeux. Et si la question a été posée, n'y répondez pas, Monsieur le Ministre. Je voulais simplement savoir si vous êtes favorable à l'arrêt des matchs en cas de propos discriminants, enfin de comportement, pardon, discriminant. Oui, bien sûr, permettez-moi l'expression, ça emmerde tout le monde d'arrêter un match. Parce que moi, le premier, si j'ai rien fait, je me dis pourquoi il m'arrête le match? Mais au bout d'un moment, il faut bien faire des choses. Et peut-être que ça sensibilisera peut-être les gens qui étaient au stade et qui n'ont rien fait quand le voisin criait, tenait des propos racistes. Peut-être qu'il se dira, mais la prochaine fois, je vais dire, oh, j'ai pas envie que le match s'arrête, moi. Peut-être. Donc moi, j'y suis favorable, mais nous, on avait donné comme consigne aux arbitres. S'il y a des termes racistes dans les tribunes, vous arrêtez le match. Voilà. Un joueur, c'est carton jaune ou carton rouge, mais par contre, vous n'hésitez pas à arrêter le match. Monsieur François Pecmal. Non, juste vous dire, concernant les cas de racisme dans le rugby, j'ai pas été voir sur chaque terrain ce qu'il en était. J'ai juste tapé acte raciste, match de rugby, et vous avez sur l'année 2023, je vous mens pas, au moins 11-12 cas relatés par la presse, c'est-à-dire des cas qui sont publics.
Alors, à niveau fédéral 2, fédéral 3, fédéral 1, voire ça peut aller au-dessus, Pro D2, me semble-t-il qu'il y avait un cas en Pro D2. Donc voilà, c'est pas une invention, c'est que ça existe et je vous rejoins quand vous dites que c'est des individus que, bon, on ne peut pas contrôler tout le monde, mais il y a quand même, pour moi, un véritable problème et il y a beaucoup de joueurs, les joueurs qui témoignent de ça s'en plaignent, disent c'est pas la première fois, là je parle cette fois, mais il n'a peut-être pas parlé la dernière fois parce qu'on ne sait pas comment faire, on ne sait pas à qui en parler. Après, concernant les matchs au Stade Toulousain, c'est vrai que moi, quand je suis allé à Ernest Vallon, j'ai jamais entendu d'insultes racistes, mais je tiens à vous rassurer, quand je vais au stadium voir le TFC, non plus. Et on a un groupe de supporters qui a pris des positions fermes sur le fait qu'il ne pouvait pas y avoir d'insultes au racisme dans son groupe. Donc c'est possible. Et je pense que les fédérations, la puissance publique, ont un rôle d'exemplarité et d'action à faire sur le sujet. Voilà, c'est juste ça. Vous parlez des clubs de supporters, mais c'est évident que c'est les premiers concernés. C'est-à-dire quand un club de supporters il fait venir des licenciés, etc., il doit leur dire, écoutez, ici, c'est tolérance zéro sur le racisme. Et surtout, d'ailleurs, c'est le respect de tout. C'est les premiers concernés, c'est une évidence. Alors, je ne dis pas qu'ils font rien dans le football, loin de là. Mais malheureusement, les cas que l'on voit, c'est souvent dans le monde professionnel du football. Et Vincent Labrune, le premier, dit que ça l'écœure, et il a bien raison. Monsieur le ministre, il a été porté à la connaissance de la commission d'enquête qu'entre 2016 et 2022, la masse salariale de la FFF avait considérablement augmenté. La FFR, pardon. Entre la saison 2016-2017 et la saison 2022-2023, la masse salariale sportive a augmenté de 72% et la masse salariale administrative de 30%, soit une augmentation globale de 52%. Les effectifs, quant à eux, ont augmenté de 71%. En conséquence de cette augmentation de masse salariale, la FFR présente des résultats d'exploitation déficitaires depuis 2017. M. Grill nous a informé qu'un déficit d'exploitation de l'ordre de 16 millions d'euros était attendu pour la saison 2022-2023. Pouvez-vous revenir sur votre gestion financière de la FFR entre 2017 et 2022, et en particulier un rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires culturelles s'est interrogé sur le niveau de certaines rémunérations en vue de l'équilibre économique fédéral et du statut d'association à but non lucratif de la FFR. Selon la mission, la rémunération de certaines fonctions administratives serait de 30 à 45% plus élevée que la moyenne constatée dans des entreprises du secteur privé. En 2022, 3 entraîneurs percevaient ainsi une rémunération proche ou supérieure à 500 000 euros net. 500 000 euros, je ne rajouterai pas net. 14 rémunérations dépassaient au total les 100 000 euros. Pourquoi avoir maintenu des rémunérations aussi élevées au vu de la situation financière difficile de la FFR ? Il y a deux choses. Il y a la masse salariale sportive et la masse salariale administrative. La masse salariale administrative, depuis 2017-2018, elle est stable. Elle est stable. Je voudrais vous dire que quand moi je suis arrivé, le directeur général de l'époque de la fédération touchait le double, je dis bien le double, de ce que nous avons donné à Laurent Gabanini comme directeur général. Enfin, alors, à l'époque, ce n'était pas Laurent Gabanini, puisqu'il y avait déjà un directeur général. Mais si on compare le salaire de Laurent Gabanini aujourd'hui, c'est la moitié de ce que touchait le directeur général de l'époque. Et puis, je ne vais pas vous faire offense en disant, quand je vois le salaire de certains DG, et notamment au tennis, vous voyez ce que je veux dire, c'était 5 fois plus que Laurent Gabanini. 5 fois plus que ce que touche Laurent Gabanini. Donc moi, je veux bien qu'on me dise truc, mais ça, c'est pas vrai. D'accord ? Nous, Laurent Gabanini ne touche pas 35 000 euros net par mois. Hein. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. D'accord ? Il a un salaire de 100 000, je crois, de mémoire, avec 20 000 de primes ou quelque chose comme ça. Et je parle en brut, là. Hein. Je parle en brut. D'accord ? Et je vous répète que c'est la moitié du DG qui existait avant 2016, et en plus qui est un ami. Donc il n'y a aucun souci là-dessus.
Lui, on lui a donné un salaire, il l'a pris. Hein. Il n'a pas dit non, non, vous me payez trop cher. Voilà. Et en plus, il avait 50 ans d'ancienneté, il avait fait un travail considérable pour le rugby français. Donc, c'est pas, je ne critique pas le salaire du DG précédent. Mais je tiens à remettre les choses dans l'ordre quand même. Notre DG aujourd'hui, ce n'est pas 35 000 euros net par mois. Voilà. Et pourtant, je crois que la Fédération française de rugby, c'est quand même une des grandes fédérations. Deuxième des choses, je vous dis, c'est pour le sportif. Oui, la masse salariale du sportif, mais c'est quoi le sportif? C'est l'encadrement des équipes de France. On a professionnalisé les féminines. D'accord? Moi, quand je suis arrivé, on voulait que les féminines soient performantes et puis les entraîneurs étaient pigistes. C'est-à-dire que quand ils venaient, ils touchaient. Quand ils n'étaient pas là, ils ne touchaient pas. Voilà. Mais ça ne peut pas fonctionner, ça. Alors que les garçons, il y avait des gens qui étaient rémunérés à l'année. Des entraîneurs qui étaient rémunérés à l'année. Donc j'ai dit, si on veut développer le rugby féminin, il faut faire exactement la même chose. Donc on a professionnalisé le rugby féminin, on a salarié l'encadrement du rugby féminin, et puis c'est vrai qu'on a étoffé le staff de nos équipes de France pour retrouver une équipe de France qui gagne. Mais je leur disais, l'investissement que l'on doit faire, c'est sur le staff, pour que notre équipe de France se regagne et que derrière, des partenaires reviennent. Mais on n'est pas passé de 106 millions d'euros à 133 parce que le président s'appelait Bernard Laporte. Ça n'existe pas, ça. C'est parce que notre équipe de France, elle a regagné, etc., et que les partenaires ont voulu les accompagner. Donc on a investi, à partir de 2019, sur le staff de l'équipe de France. Oui, on a beaucoup investi. Et vous me dites 72% d'augmentation, je vous dirais que c'est plus. Je pense que c'est un peu léger sur la masse salariale. Sportive, hein, je m'entends bien. Je pense que c'est plus que 72% d'augmentation. Mais on en est fiers, et je vous répète que derrière, on a récupéré ce qu'il fallait récupérer, hein, c'est-à-dire des partenaires, ou du sponsor, comme vous voulez l'entendre, peu importe. Mais ça a été un pari gagnant. Et c'était le seul pari. Parce que je le répète, l'équipe de France masculine, c'est 85% des ressources de la Fédération française de rugby. Alors après, on n'est pas d'accord avec M. Ril sur l'exceptionnel, ne doit pas rentrer en compte, etc. Mais si on ne le fait pas rentrer en compte l'exceptionnel, à ce moment-là, on aurait moins redistribué au club. Mais à partir du moment où on avait des produits exceptionnels qui nous permettaient d'équilibrer, parce que vous dites qu'on est en déficit, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non. Oui, si on enlève l'exceptionnel, oui. Mais nous, l'exceptionnel, on le comptabilisait. Enfin, c'est pas moi qui m'en occupe. On avait un trésorier en charge de cela, M. Martinez. Il faudrait peut-être que vous l'entendiez, que vous l'auditionniez à lui. Mais à partir du moment où l'exceptionnel était là, on redistribuait plus au club. Et on équilibrait avec l'exceptionnel, oui. Et on se disait à terme, il va falloir augmenter le partenariat des équipes de France pour remplacer justement cet exceptionnel étant CVC, qui est un fonds d'investissement qui investit dans les 6 nations et qui donne, grosso modo, 13 millions d'euros par an pendant 5 ans. Donc, vous confirmez ou non la position de M. Grill, comme quoi un déficit d'exploitation de l'ordre de 16 millions d'euros, avec ou sans l'exceptionnel, donc ça ferait 3 millions d'euros? Ça va faire 1 an que je suis parti, donc je ne sais rien. Sincèrement, je ne vais pas vous parler de choses que je ne connais pas. Ça me surprend, hein, sincèrement, parce que bon, à l'époque... Néanmoins, c'est attendu sur la saison 2022-2023. Il n'y a pas eu 16 millions, ça a été l'Assemblée générale a eu lieu en juillet 2003, ils n'ont pas voté 16 millions de déficit, c'est pas vrai. C'est ce que nous a informé M. Grill, je répète, nous a informé qu'un déficit d'exploitation de l'ordre de 16 millions d'euros était attendu pour la saison 2022-2023. Mais ils ont fait l'Assemblée financière, je crois, le week-end dernier. Je n'ai pas entendu de ce montant-là, hein. Ça me surprend. Mais bon, encore une fois, je vais pas. Moi, ça fait 10 mois que j'y suis plus. Je ne vais pas parler des choses que je ne connais pas. Le mieux, vous convoquez le trésorier de l'époque, il va vous expliquer. C'est lui qui était à la manœuvre en ce qui concerne les finances. Le contrat de délégation conclu le 30 mars 2022 entre le ministère des Sports et la FFR ne contient aucune clause sur la transparence financière de la fédération, les pratiques de bonne gestion et la modération salariale, alors que la situation financière de la FFR était déjà très dégradée. Est-ce que cette situation elle fait l'objet d'échanges avec le ministère des Sports lors de la négociation du contrat de délégation? Pas avec moi. Vous me parlez quand de mars 2022? Non. Certainement avec le directeur général et le trésorier, mais pas avec moi. Non. En tant que président, est-ce que vous avez assisté et participé à des réunions de travail sur ce contrat, la rédaction de ce contrat de délégation avec le ministère des Sports? Je n'ai pas souvenir. Est-ce que vous avez lu ce contrat de délégation avec le ministère des Sports? Le contrat de délégation, il est reconduit. Je veux dire, c'est pas... Oui, non, il y avait des modifications, on est d'accord. C'était le premier contrat de délégation qui a été signé avec le ministère des Sports, c'était en mars 2022. Avant ça, il n'y avait pas de contrat de délégation.
Voilà, donc est-ce que vous y avez contribué et, Oui, oui, non, enfin, contribuer, oui, je me rappelle qu'on en a parlé, bien sûr, avec notre DG, notre trésorier de l'époque, et notre secrétaire général aussi. Mais non, non, moi, enfin, je n'ai pas participé. Ils avaient, encore une fois, les coups des franches. Bien sûr qu'ils me tenaient au courant des choses, mais je n'y ai pas participé, non. alors, est-ce que vous pouvez revenir sur le déploiement du contrôle d'honorabilité au sein de la Fédération française de rugby? À votre connaissance, combien de personnes ont-elles été contrôlées en 2021 et 2022? Le nombre exact, je ne le connais pas, mais ça, c'est pareil. C'est une chose qu'il n'y a que la Fédération française de rugby qui l'a mis en place. Alors, après, vous savez ce que c'est. Hein, il faut croiser les fichiers, ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur, ministère des Sports. Donc, ils ont contrôlé un grand nombre d'éducateurs, de clubs. Combien exactement, donc je ne vous le dirai pas, mais je suis fier que la Fédération française de rugby ait initié ce contrôle d'honorabilité. C'est pas facile, hein. Sur les retours que j'ai, c'est quand même pas simple parce que des fois, il y a des retards des institutions publiques. Hein. Des retards des institutions publiques. Je veux dire, ils vont moins vite que nous, quoi, et c'est normal. C'est tout à fait logique, ils n'ont pas que ça à faire, quoi. Donc je ne dis pas qu'ils ne jouent pas le jeu, mais on aimerait beaucoup plus, d'après ce que me disent les gens qui s'en occupent, hein, plus de rapidité de leur part. Est-ce que sous votre présidence, vous avez été amené à effectuer des signalements au procureur de la République au titre de l'article 40 ? Pardon. Ben, peut-être que j'oublie, mais je n'ai pas souvenir. Sous votre présidence, la FFR s'était-elle déjà constituée partie civile à des actions pénales afin de licencier, afin de soutenir des licenciés ou ayant porté plainte pour des faits de racisme ou de violence? On l'a fait voter de mémoire en 2020 à un comité directeur où on a dit que la fédération peut, effectivement, à partir de maintenant, se porter partie civile sur les sujets que vous évoquez. Donc, l'a-t-elle déjà fait? Je ne le sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. C'est fort possible, hein. Mais là, encore une fois, c'est Laetitia Pachou qui était en charge d'élu ça et qui mène ça de main de maître. Peut-être qu'on s'est déjà porté partie civile, oui. Sur des sujets qui intéressent notre commission d'enquête, auriez-vous, fort de votre expérience, bien sûr, des recommandations à nous adresser? Et auquel cas, si vous ne les avez pas à l'instant, peut-être pourriez-vous nous apporter une contribution écrite? Avec plaisir. Il faut y réfléchir, il faut se poser, parce que je suis comme vous. Hein. Je ne supporte pas ni le racisme, ni l'homophobie, ni tout ça. Et moi qui pensais que le sport était un secteur privilégié, je le dis, le rugby est un secteur privilégié. Alors je suis d'accord qu'il y a toujours des actes de racisme, on ne va pas dire que ça n'existe pas, mais ça existe beaucoup moins que dans d'autres sports. Mais moi, je suis pour des sanctions beaucoup plus fermes. Ça, c'est clair. Beaucoup plus fermes et avec une responsabilité des clubs. On ne passera pas sans la responsabilité des clubs. Les clubs doivent informer, les clubs doivent sans arrêt. Alors je sais que c'est pas simple, mais il faut impliquer tout le monde, quoi. Donner des ordres d'en haut, c'est bien, mais il faut décentraliser. Nous, par exemple, aujourd'hui, quand vous passez un brevet d'État, fait ce qu'on appelle un brevet d'État, il y a une formation à tout cela. Parce que souvent, les éducateurs sont démunis. Donc, il y a une formation, donc il faut aller au plus profond du terrain. Tous les éducateurs doivent être formés. C'est eux qui initient, c'est eux qui donnent l'élan, le label auprès de nos joueurs. Donc, et puis, ce sont eux qui les ont en main, ces joueurs. Donc là, encore une fois, ça commence là. Si nos gamins sont bien éduqués, mais quand ils grandiront, dans les stades, il n'y aura plus de problème. C'est pas vrai. Il n'y aura plus de problème. Or, combien je vois d'amis, de pères qui me disent mon fils joue au foot, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Donc oui, tolérance zéro dès la base. Tolérance zéro dès la base. Ça, c'est une évidence. Et des sanctions très très fortes au haut niveau.
Parce qu'effectivement, l'exemplarité, dans le monde professionnel, on est vu, donc il faut être exemplaire. Mais je veux bien y réfléchir et vous envoyer des axes de solutions, entre guillemets, si on peut dire solutions. Auriez-vous des informations complémentaires à apporter à cette commission d'enquête qui n'ont pas été abordées au cours de cette audition? Non, de but en blanc, non. Merci, Monsieur le Ministre. Nous vous souhaitons une bonne journée. Merci à vous, merci de votre écoute et merci de cette audition, pour cette audition.